Quelles sont les caractéristiques qui définissent un virus? Bon, à première vue, ça a l'air simple. Il faut un génome, que ça soit de l'ARN ou de l'ADN, peu importe sous quelle forme c'est. Il ne faut pas que ça soit une cellule, ou encore qu'il soit incapable de produire ses propres protéines et de se répliquer seul. Mais il y en a un, qui aujourd'hui est un peu con, mais était tout de même à la base de la virologie, c'est qu'un virus ne peut pas dépasser 0,2 micromètres. Ce n'est pas une valeur arbitraire, il y a toute une logique derrière. En 1892, Dimitri Ivanovski a réussi à identifier l'agent pathogène responsable de la maladie de mosaïque du tabac, grâce à une bougie de Chamberlain. Le principe est assez simple, c'est un filtre en porcelaine avec des pores de 0,2-0,3 micromètres, et mis au point par Charles Chamberlain lors d'une épidémie de fièvre typhoïde en 1884. Cela permettait de filtrer les micro-organismes, dont les bactéries qui ne passaient pas à travers les pores. Du coup, toute la virologie se reposait sur ça, filtrer les virus qui sont tout petits, contrairement des autres micro-organismes. Bon, vous avez vu le titre et je pense que vous avez suffisamment de neurones pour comprendre que ce critère est un petit peu faux. Tout commence précisément en 1983, à Bradford au Royaume-Uni, lors d'une épidémie de pneumonie. Un chercheur nommé T.J. Robofan faisait des tests sur des amibes afin d'identifier l'agent pathogène responsable de la maladie. Et il découvrit la présence d'une bactérie gram-positive, qui est en gros une bactérie avec beaucoup de peptidoglycane à sa paroi, qui était incapable de se développer en dehors d'une amibe. Il en conclut qu'elle était strictement intracellulaire et la nomma Bradford Coccus, et c'est tout. Après ça, plus rien jusqu'en 2003 où 3 individus, pas que, ils étaient au total 9, du nom de Bernard Lascola, Jean-Michel Clavry et Didier Raoult, promis je ne suis pas anti-vax, vont remarquer quelque chose d'assez inhabituel. En effet, Robofan n'avait pas observé une bactérie, mais un virus assez particulier car... il avait une taille inhabituelle. Donc forcément, tout le monde est choqué par cette découverte, mais ça ne va pas s'arrêter là. Après avoir découvert ce nouveau truc là, portant le doux nom de Acanthamoeba polyphaga mimivirus, APMV donc, Clavry, Lascola, Raoult et une autre personne importante dans l'histoire des virus géants, Chantal Abergel, vont travailler sur ces derniers car Clavry et Abergel pensent que APMV n'est pas qu'une exception. Et Raoult, Moi, je suis une star des maladies infectieuses. l'envie de buzz peut-être. Enfin bref, ce n'est pas sujet. Et ils ont bien fait de penser ça, car maintenant on recense plus de 4 familles de virus géants, et l'existence improbable de virus de virus. De 2003 à 2013, seuls des virus de la famille des Mimiviridae ont été découverts, comme la PMV dont j'ai parlé plus tôt, ou Megavirus chilensis, découvert sur les côtes chiliennes, mais en 2013, deux nouveaux virus n'ayant rien à voir avec les Mimivirus vont être trouvés par le laboratoire d'information génomique et structurale situé à Marseille. Pandoravirus salinus, aux côtes chiliennes, et Pandoravirus dulcis à Melbourne, en Australie. Après cela, en 2014, l'IGS s'est dit, et si on allait en Sibérie prélever de la glace datant de 30 000 ans, juste pour voir s'il n'y a pas des virus énormes. Et ils l'ont fait, ils ont trouvé des trucs. Pitovirus sibéricum vient inaugurer la 3ème famille de virus géants, et en plus de ça, ils en ont chopé un autre. Vraiment, c'était Noël pour eux. Mollivirus sibéricum, qui vient encore agrandir ce petit groupe des virus géants. Après ça, il y a eu d'autres découvertes, comme Sambavirus, un membre de la famille des Mimiviridae, ou encore Pac-Man virus qui est censé ressembler à Pac-Man. Enfin, je crois. Bref, il y a beaucoup de virus géants qui ont été découverts, et même d'autres familles comme les Marseille virus. Mais pour cette vidéo, on va principalement se focaliser sur les Mimiviridae et ce qui l'entoure, ainsi que les Pandoraviridae, les Pitofiridae et les Molliviridae, qui sont les plus connus, et ça fera une bonne introduction à ce monde microscopique des virus géants. Bref, comment définir un virus géant? La définition est plutôt simple. Il faut qu'il dépasse 0,2 micromètres, donc qu'il soit visible au microscope, et ayant un génome de plus de 30 000 paires de bases. Par ailleurs, tous les virus géants découverts à ce jour font partie des Nucléocytoplasmic Large DNA Virus, ou NCLDV. Des virus à gros génome d'ADN qui se répliquent soit exclusivement dans le cytoplasme, soit dans le noyau au début de l'infection car Bozo n'a pas de quoi se répliquer et où se transcrire. C'est un deuxième nom aussi qui est Nucléocytoviricota, mais on s'en bat les couilles. C'est à peu près les seuls critères pour considérer un virus géant, de virus géant justement. Et encore, même là on n'est pas trop sûr. Par exemple, Pac-Man virus, il fout vraiment la merde. Déjà, il ne fait pas partie des 4 familles que j'ai évoquées, mais entre deux familles, les Asaviridae et les Faustovirus. Il a un virion de 175 nanomètres, soit 0,17 micromètres, donc quasi en dessous du seuil, et son génome fait environ 395 000 paires de bases. Vraiment le casse-couille de service. Maintenant qu'on a à peu près posé les bases, je vais faire un descriptif des 4 familles de virus géants les plus connues. Description des virions, cycle de réplication, génome, etc. La famille des mimivirus, pour Microbe Mimicking Virus, ou selon Wikipédia il s'agit d'une vieille ref à la con mais c'est pas le sujet, est assez conséquente. Il y a plusieurs genres au sein de cette famille, comme les tupanvirus avec leur grosse queue, les cafétéria virus, dont je n'ai aucun commentaire à faire, coton virus, ou ceux qui nous intéressent, les mimivirus, qui sont divisés en 3 groupes. Le groupe 1 qui inclut les mimivirus, les mamavirus, les sambavirus et autres, le groupe B réservé aux momovirus, et le groupe C qui est restreint principalement aux mégavirus. Mais y a pas que ça. Bref, c'est un joyeux bordel, mais moi je galère à tout comprendre.
Donc APMV, du genre mimivirus, ressemble à quoi? Bah à ça. Le virion fait 700 nanomètres, avec une capside icosahydrique de 440 nanomètres de diamètre, recouvert de cheveux de 150 nanomètres, qui est très ressemblant à du peptidoglycane, ce qui a contribué à la confusion avec une bactérie. Les particules virales possèdent une sorte de portail en forme d'étoile qui va permettre de relarguer le génome du virus. Une membrane interne est aussi présente dans la capside et est utile car elle va fusionner avec la membrane, ce qui va permettre de relarguer le génome d'APMV. Concernant son génome, il s'agit d'un ADN double brin linéaire composé de 1,26 mégabases, soit 1 260 000 paires de bases. 911 protéines sont prédites, dont 692 n'ont pas d'homologue. Autrement dit, on ne peut pas avoir une idée sur leur fonction, car aucune autre espèce possède une séquence similaire. Et sur le reste, donc les 212 protéines, 109 ont un homologue chez les eucaryotes, 73 chez les bactéries, 9 chez les archées, mais on n'en a rien à faire, et 28 chez les virus. À titre de comparaison, le virus Ebola ne possède que 7 protéines, et l'hélisavirus seulement 5. Bref, c'est assez balèze. Et pour en finir, les mimivirus sont les premiers virus découverts avec des gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, et plus surprenant encore, impliqués dans la traduction en synthétisant des ARN de transfert ou des protéines impliquées directement dans l'initiation, l'élongation de la traduction. Bon, maintenant vous avez à peu près une idée de à quoi ressemble un mimiviridé, maintenant il est intéressant de connaître leur cycle de réplication. Et oui, chez les virus de petite taille, c'est assez simple. Une protéine à la surface du virus rencontre un récepteur de la cellule hôte et ça entraîne une fusion de la membrane et paf, on est dans la cellule. Mais dans un truc qui fait quasiment la taille d'une bactérie, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, les virus géants, vu que ce n'est pas exclusif comme mimiridés, va provoquer une phagocytose chez l'amibe. Alors une phagocytose, c'est une déformation de la membrane par des filaments d'actine qui va piéger des immenses trucs dans ce qu'on va appeler un phagosome, comme des ions fer attachés à une protéine appelée transférine, ou encore pour piéger des bactéries afin de tuer ce dernier par la fusion du phagosome avec un autre compartiment appelé lysosome, qui est la poubelle des cellules, qui possède un pH extrêmement bas. Voilà. Maintenant, retournons à APMV. Donc une phagocytose va être provoquée, mais on ne sait pas trop par quoi. Donc pour l'instant, on va dire... ta gueule c'est magique. Après ça, mimivirus va être dans le phagosome et va attendre la fusion avec le lysosome car on ne sait pas comment. L'acidification du phagosome permet de relarguer le génome. Lorsque cela est fait, le portail en forme d'étoile s'ouvre, permettant à la membrane interne de fusionner avec celle du phagosome et relargue ainsi sa graine virale contenant son nucléoïde, génome et certaines protéines utiles pour le virus, dans le cytoplasme. Ça y est, la cellule est infectée. Mais ce n'est pas fini. APMV est entré, mais faut se répliquer maintenant. La réplication d'APMV est uniquement cytoplasmique, donc pas de détour vers le noyau. Donc, dans le cytoplasme, on va voir la formation d'une usine virale, où APMV va se répliquer et former ses virions. La première chose qui est formée est la capside, et c'est assez fun comme procédé. Déjà, APMV est pas capable de se former sans rien. Elle va choir sans pression à la cellule des bouts de membrane de son réticulum endoplasmique, région où est formée des protéines grosso merdo, et va s'en servir comme échafaudage à sa capside. Après la formation de cette dernière, le génome va être compacté à l'intérieur par le petit portail en forme d'étoile. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe. À la périphérie de l'usine virale se trouve la zone d'acquisition des fibrilles, en gros les cheveux du virion. Et pendant que le génome rentre tranquillement à l'intérieur de la capside, ce dernier se fait dans le plus grand des calmes une implantation capillaire en mode Turquie. Après cela, la cellule subit une lyse et relargue environ 1000 particules dans la nature. Ça, c'est le plan de base. C'est plutôt simple. Le cycle entier est assez long par contre, entre 8 et 12 heures, mais APMV c'est un peu une fraude. En effet, déjà ce n'est pas un architecte de renom, il est obligé d'avoir une base pour faire sa capside, mais même avec ça il galère. Juste APMV seul, et je précise bien, peut produire des particules virales mal formées ou pire, une particule bonne mais vide. Genre il a oublié d'être dans la particule, il était en retard, il y avait du trafic dans l'usine. C'était donc le cycle de réplication d'APMV, qui est quasi similaire chez les autres membres de la famille Mimiviridae. Alors certes, certains ont leur propre spécificité, par exemple Tupanvirus, qui lui on ne sait pas pourquoi, mais lors de son cycle, lorsqu'il est dans la vacuole, sa queue fusionne avec le phagosome pour libérer quelque chose, mais possède surtout un spectre d'hôtes assez important. Les mimivirus infectent généralement les amibes du genre Acantha moba, mais Tupanvirus infecte aussi Vermaboeba, Dictyostelium et Willartia, et possède une activité cytotoxique chez ses hôtes, mais pas que, comme Tetrahymena hyperangularis, un eucaryote unicellulaire, et certaines cellules, soit RAW 247, macrophage murin, et THP1, des cellules humaines provenant de leucémie monocytaire aiguë. La cytotoxicité est due à deux choses. La première est une acidification du cytoplasme, et la seconde c'est qu'elle coupe l'activité des ribosomes. Un petit objet qui a un rôle minime, juste traduire l'information génétique en protéines, 3 fois rien en soi. Ce que fait Tupanvirus, c'est qu'il va provoquer des invaginations au niveau de la membrane nucléaire, qui vont capturer des ribosomes et les enfermer dans les vésicules. D'ailleurs, Tupanvirus provoque aussi la dégradation de l'ADN de l'hôte. Abattre l'ennemi, c'est vraiment son objectif. Et pour ceux qui se demandent, on ne sait pas précisément comment ça marche. De sûr, ça provient de la capside et non de la production d'une protéine par le génome viral. Car dès qu'on bombarde une cellule infectée d'UV, qui bousille l'ADN, on observe toujours cette cytotoxicité, mais dès lors qu'on fait un choc thermique, rendant les protéines de la capside inopérantes, il n'y a plus cet effet d'observer. Il est supposé que ce soit pour éviter de se faire grailler par Tetrahymena, qui est un protiste prédateur et qui donc peut manger tout ce qu'il trouve. Voilà, c'était les deux principaux types de virus dont je voulais parler pour cette famille, mais bien sûr, je suis loin d'être exhaustive. Il y a ceux que j'ai évoqués plus tôt comme Mama, Mumu ou Megavirus, Crove, Cotonvirus, non je ne ferai pas de blague facile, ou les Closnovirus. Les traiter un par un serait vite chiant et répétitif. Bref, les Mimiviridae, c'est une assez grosse famille qui ne fera qu'augmenter au fil des années. Cependant, on ne va pas
pas complètement les quitter car les mimivirus ne vont pas que chambouler le critère de taille. Une autre découverte sera faite quelques années plus tard grâce à ce type de virus, qui est l'existence de virus de virus. Une famille, la Vidavirridae, deux genres, Sputnik virus et Mavirus, plus un fourre-tout. En 2008, Raoult et Lascola font une découverte intéressante. Ils ont découvert un petit virus qui traînait avec Mamavirus et qu'étrangement, les virions des Mamavirus étaient dans la majorité des cas mal formés, en plus d'en avoir moins que d'habitude, et que ce petit squatter s'était bien répliqué. Ils ont donc proposé de nommer ce virus Sputnik et de nommer ce type de virus un virophage. Le nom est une référence aux bactériophages qui sont des virus de bactéries. Et ça ne s'est toujours pas arrêté là. En 2014, ils ont découvert un autre, Zamilon, qui lui diffère un peu de Sputnik, mais on va y revenir. Les virophages ne se résument pas qu'à ces deux-là. Il y a par exemple les Organic Lake virophages, découverts en 2011 en Antarctique, les Ice Lake Mavirus, en 2013, par métagénomique, le Dishui Lake virophage en 2016, le Yo BG. Bonjour, Tu peux me le dire le nom de ça s'il te plaît? c'est le Rio Negro virophage. Merci BG. Bref, on ne va pas trop détailler, vous avez compris là où je veux en venir. Les virophages, ce n'est pas un ou deux cas, mais tout un groupe entier de virus qui ont pour rôle de réguler les autres virus. Ce sont des hyperparasites, autrement dit des parasites de parasites, ouais ça part loin, et ils ne sont pas là pour faire joli. Pour le cycle et la description des virions, je vais parler de 3 virophages, 2 de Sputnik virus, Sputnik et Zamilon, et 1 de Mavirus, Cafeteria virus dépendant de Mavirus, qu'on va abréger en Mavirus pour des raisons somme toute logiques. Sputnik est un virophage avec une capside icosahédrique de 50 nanomètres, avec un génome de 18 343 paires de bases sous forme d'ADN circulaire avec un fort taux de nucléotides AT, soit 73%, et possède 21 gènes prédits avec 13 orphanes. La présentation est finie, on peut passer à son cycle de réplication, qui va être très fun car on sait que dalle. Voilà c'est dit. La majorité de ce que je vais dire n'est rien de plus que des suppositions. Déjà, Sputnik, et les autres virophages, ne veut pas se répliquer seul dans une amibe. Il lui faut obligatoirement un virus hôte pour son cycle. Il ne peut même pas infecter seul une amibe. Sans mamavirus, il ne peut rien faire. Pour entrer dans une cellule, il décide d'adhérer aux fibrilles des mamavirus grâce à des fibres mushroom-like recouvrant sa capside. Voilà, Sputnik est dans un phagosome mais après. Car oui, comme dit plus tôt, les mimivirus ouvrent leur Stargate pour sortir, mais notre virophage, lui, il n'est pas dans la capside du mimivirus. Il est à l'extérieur. Alors, on n'a pas la réponse exacte et précise de comment il fait, mais il est supposé que lorsque le pH est bas, le génome est expulsé de la capside, car les protéines la composant vont changer de conformation à cause de la diminution de pH. Et vous vous souvenez de comment les mimivirus expulsent leur génome du phagosome? Exactement, par une diminution du pH. Ça reste une supposition, mais à l'heure actuelle, on n'en sait trop rien, ni même quand ça se produit. Ça peut être en même temps que le relargage du nucléoïde de mimivirus, comme ça peut être après, comme quand l'usine virale est pleinement fonctionnelle. Bon, il est entré dans la cellule, ça y est. Maintenant, faut se multiplier et comment on fait? C'est simple. À la fin de la phase d'éclipse de Mamavirus, Sputnik commence à produire ses virions, ce qui correspond à 6 heures post-infection, et sont localisés à un pôle au sein de l'usine virale. Et à partir de 16 heures post-infection, le cytoplasme est complètement rempli de particules virales de Mamavirus et de Sputnik, et tout sera relargué lors de la lisse de la cellule. Découvert par Raoult, Lascola et Si en 2014, il fait partie du genre Sputnik virus. Bon, avec une similarité de 76% avec Sputnik, ça se comprend. Mais c'est bien un autre virophage. Je vais faire un peu vite. ADN circulaire de 17 256 paires de bases, avec une concentration en CG de 29,7%, le virion est sphérique et fait 50 à 60 nanomètres de diamètre. Voilà. Zamilon a un impact assez particulier sur les virus qui l'infectent, car en fait, il n'en a pas trop. Pour être précis, il n'y a pas de diminution de particules virales des virus qui l'infectent, et dans certains cas, ça augmente. Genre, ils ont regardé ce qui se passe lorsque cours d'eau 11, un mimivirus de groupe C, fait son cycle soit seul, soit avec Sputnik, soit avec Zamilon. Et le résultat est incroyable. Zamilon semble augmenter le nombre de particules. Par ailleurs, chose très intéressante, Zamilon peut infecter les groupes B et C de mimivirus, mais pas les A. Et en regardant de plus près, on observe que tous les mimivirus du groupe A possèdent une séquence de 28 nucléotides identiques à Zamilon. Et en gros, l'hypothèse est que les mimivirus du groupe A ont une sorte de reconnaissance immunitaire les empêchant d'être infectés par Zamilon. C'est une sacrée dinguerie quand on y réfléchit. Des virus qui ont en soi un système immunitaire. En 2011, Matthias G. Fischer, un Allemand... non, stop. Enfin bref. Matthias G. Fischer et Curtis A. Settle ont découvert un virophage qui serait à l'origine des éléments mobiles comme les transposons et les Maverick polytons, qu'ils ont décidé de nommer Mavirus pour Maverick Virus. Alors je vais très vite fait résumer ce qu'est les transposons et les rétrotransposons. Ce sont des éléments génétiques mobiles qui sont présents chez les plantes et chez les animaux. Voilà, je ne vais pas plus loin. Bon, plus sérieusement, ce sont des éléments géniques parasites qui se déplacent de deux façons. Soit en se retirant du génome et s'en serrant ailleurs, par exemple les transposons, ou alors en faisant une transcription de sa séquence, qui va être rétrotranscrit, en gros qu'il passe de ARN à ADN, pour s'insérer dans le génome, et avoir une copie de plus.
Ça, c'est les rétrotransposons. Il y a différentes familles de transposons et rétrotransposons, et les polytons Maverick en sont également. Et pour enfoncer le clou, les rétrotransposons sont dérivés au rétrovirus. Leur déplacement est régulé par les organismes parce que de l'ADN qui change de place dans le génome, ça peut faire des dingueries, comme par exemple, ça peut inactiver les gènes, comme la coloration des vignes qui sont dues à eux, comme la coloration des oranges sanguines. Ça a été découvert par Barbara McClintock, qui a eu un prix Nobel complètement mérité, et voilà, j'ai rentabilisé mes 3 heures de biologie végétale. Bref, ma virus fait à peu près la même taille, entre 50 et 60 nanomètres, son ADN est circulaire et fait 19 063 paires de bases avec 30% de GC. Le seul intérêt de parler des mavirus, précisément de Cafeteria virus dépendant de mavirus, premier membre de la famille découvert, c'est pour son cycle de réplication et une de ses facultés. Le virus qui l'infecte est Cafeteria roenbergensis virus, ou CROV, un virus géant qui infecte Cafeteria roenbergensis. Putain, mais vraiment les noms. Une sorte d'algue bactérivore flagellée. CROV fait partie des Mimiviridés, dont il fait partie du genre Cafeteria. Non mais sérieux, putain. Dont il est le seul membre actuellement. Ce qui le diffère des autres Mimiviridés, c'est qu'il a pas de cheveux, ce qui est vachement emmerdant pour un virophage comme Sputnik. Mais comparé à ce dernier, Mavirus n'a pas besoin de CROV pour entrer dans une cellule. Il a juste besoin de lui pour se répliquer. Alors, comment il fait dans ce cas? En gros, il semble que Mavirus soit capable de pénétrer la cellule par une endocytose par un récepteur inconnu. Après ça, il peut se passer deux trucs. Un qu'on va aborder juste après, et l'autre, il va juste attendre que la cellule soit infectée. Dès que c'est fait, Mavirus va se répliquer, mais selon différents facteurs, il se peut que certains variants de CROV soient présents ou, dans certains cas, qu'il y en a très peu, voire pas du tout. Bon après, lisse cellulaire et voilà. Son autre particularité, que vous aurez pu deviner via l'histoire des transposons, mais en gros, Mavirus possède une intégrase, ce qui lui permet de s'intégrer au génome de la cellule hôte. Et ça veut dire que les Cafeteria roenbergensis peuvent littéralement avoir un mécanisme de défense contre CROV. Comme dit juste avant, sans CROV, pas de réplication, et dans certains cas, aucun CROV est produit, juste des mavirus, ce qui signifie que les cellules peuvent survivre à une infection de CROV. C'était un petit chapitre sur les virophages. J'aurais pu parler de certains virophages dont on connaît l'existence par métagénomique, comme les Yellowstone virophages par exemple, mais ce n'est pas réellement pertinent. Je vous recommande de lire les articles concernant les virophages si ça vous intéresse, tout est en description. Bon, maintenant on va encore faire un petit détour sur un truc en lien toujours avec les mémévirus, et un peu les virophages, mais ça sera beaucoup plus rapide. J'ai oublié de le préciser alors que c'est super important, mais il est supposé que les mavirus soient à l'origine des Maverick polytons. Voilà. Ça va aller vite car déjà les virus géants c'est un peu la misère niveau connaissance, les virophages c'est le néant, alors les transpovirons... Bref, on va pas s'étendre dessus. Découvert en 2012 par nos deux winners, la School et Raoult, qui à la base étudiait l'intégration de Sputnik 2 dans le génome d'un mimiviridé comme l'antivirus, donc faisant de lui un provirophage, ou virophage endogène. En gros, un virus endogène ou provirus, c'est la même chose. C'est le génome de virus inséré dans un génome, par exemple le nôtre. Et du coup, ils ont une petite surprise, c'est que l'antivirus possédait des éléments génétiques supplémentaires de 7 kg de paires de bases qui se baladaient tranquillement et les ont nommés les transpovirons. Ce sont des éléments mobiles ou mobilomes, du même style que les plasmides, mais ils sont linéaires. On ne sait quasiment rien sur eux, à part qu'ils ressemblent à des polytons en raison de deux gènes en commun, qu'ils possèdent une hélicase et ont un gène en commun avec Sputnik. Ils sont présents en très grande quantité dans les virus géants, un petit peu dans les virophages et pas du tout dans une cellule hôte non infectée. Bien évidemment, il n'y a pas qu'un type de transpoviron. Là, je vous ai parlé de l'antivirus associated transpoviron, ou LVTV, mais il y en a aussi qui ont été découverts dans Mimi, Mama, Mumph et Cours d'eau 7. Mais si je vous parle de ça, c'est pas pour vous dire que ça existe, enfin pas que, mais surtout pour un truc très intéressant avec les transpovirons, c'est qu'ils ont une forme de commensalisme avec leur hôte. Contexte ? En 2019, 3 nouveaux virus géants ont été découverts. 2 de groupe B, Momovirus australiensis, avec son transpoviron MATV, Momovirus australiensis transpoviron, Momovirus maliensis avec Barien, et un autre mimivirus du groupe C, Megavirus vitis, avec son transpoviron MVTV, Megavirus vitis transpoviron, et son propre virophage, Zamilon vitis. Je ne vais pas détailler chaque transpoviron parce qu'on s'en fout et c'est assez redondant, mais il faut retenir qu'on est à 6 séparés en 3 groupes. Ils ont décidé de faire plusieurs expériences qui consistent à voir comment tout ce beau monde se comporte. Tout d'abord, ils ont observé comment se comportent les transpovirons en mettant Zamilon vitis avec des transpovirons, soit MVTV, soit MATV, dans Megavirus chiensis ou Momovirus maliensis, sans transpoviron. Ils ont observé que certaines particules étaient vides et que les virophages produits avec eux l'étaient aussi, mais aussi que certains étaient positifs à MVTV ou MATV, ainsi que les virophages produits. Ça conclut que les transpovirons, s'ils veulent, peuvent entrer dans des particules vides, c'est l'effet permissif. Mais aussi, ils ont refait une expérience, donc Zamilon vitis, positif avec un des deux transpovirons, mais cette fois-ci, soit avec Momovirus australiensis ou Megavirus vitis, eux aussi positifs à leur propre transpoviron. Et on n'observe aucun changement. Momovirus australiensis n'a que MATV, alors que Zamilon était positif à MVTV, et lorsque Zamilon vitis était positif à MATV, Megavirus vitis n'avait que son propre transpoviron. C'est l'effet dominant. Ce qu'il faut conclure, c'est qu'il y a une affinité entre transpoviron et hôte. Si la particule est vide, n'importe quel transpoviron peut y aller, mais s'il y a présence du transpoviron associé à l'hôte, ça sera toujours ce dernier qui sera présent dans le virus à la fin.
Wesh, c'est Valu Montage. Alors, il y a une étude qui est sortie très récemment, et je ne pouvais pas ne pas en parler. Elle traite des 3 derniers chapitres, et je vous invite à la lire, même si je la trouve assez galère. Genre, ça, et ça, ce n'est pas de mon niveau. Cette étude provient de l'IGS. Bon, je n'en ai pas parlé car j'ai préféré me concentrer sur Van et Didier Raoult, pour pas me prendre la tête avec des anti-Raoult débiles, mais beaucoup d'études dont j'ai parlé et dont je vais parler proviennent de ce labo. Bon alors, de quoi parle l'étude? En gros, ils ont voulu voir l'impact des différents transcriptomes quand un virus géant seul, ici Megavirus chilensis, infecte une amibe, quand un virus géant et un transpoviron, ici Megavirus vitis transpoviron, infecte une amibe, quand c'est un virus géant et un virophage, ici Zamilon vitis, et le dernier cas, c'est tout. Virus géant, virophage et transpoviron. Le transpoviron est dans le virophage, par ailleurs. Le virus géant réduit l'expression des gènes de son hôte et peut même arrêter la division cellulaire, peut même remodeler le cytosquelette et j'en passe. Le transpoviron n'a aucun effet sur l'expression des gènes de la cellule, et ça parle du fait que l'insertion dans le génome des transpovirons et des virophages dans les virus géants peut être à l'origine de leur diversité en comparant Megavirus chilensis et Megavirus vitis. Zamillon vitis, le virophage, à notre grande surprise, modifie le transcriptome du virus géant et a quasi zéro impact sur celui de la cellule. Cependant, l'étude émet une hypothèse sur le fait que Zamillon n'a aucun effet sur les virus géants. C'est qu'en fait, il y a un effet mais transitoire. Autrement dit, il est sur une période du cycle et non constant. Mais c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant. C'est quand on fout tout ensemble. Déjà, le transpoviron met plus de temps à être exprimé. Possiblement car le virophage n'est pas décapsidé en même temps que le virus géant. Mais lorsqu'il y a la présence d'un virophage, la quasi-totalité des gènes du transpoviron sont surexprimés. Ils ont supposé qu'en fait, c'est un effet indirect de la réplication du virophage. Mais sinon, le transpoviron n'a aucun effet sur le virophage, le virus géant ou encore la cellule. Ça c'est toujours un truc commensal, donc qui n'apporte ni bénéfice ni inconvénient à l'organisme auquel il dépend. Cependant, ils se demandent si les transpovirons auraient un possible impact sur la virulence des virophages. Donc ils ont proposé de refaire l'expérience, mais pas avec Zamillon, mais avec Sputnik. Bref, je trouvais qu'il était important de parler de cette étude, et qui est pour le coup très intéressante. Bref, maintenant on passe une bonne fois pour toutes au Pandora Viridé. Deuxième famille de virus géants découverts, regroupant en 2018, selon Wikipédia, ouais j'avais la flemme, 6 espèces distinctes et 7 selon cet article publié dans Science. Mais ça servait à quoi de parler de Wikipédia alors? Les particules sont de forme ovoïde, mesurant entre 0,8 et 1,2 micromètres, avec un diamètre de 0,5 micromètres. Son génome est de l'ADN double brin linéaire et la taille dépend de l'espèce. Par exemple, Pandoravirus salinus a un génome de 2,7 millions de paires de bases, mais Pandoravirus du 6 en a moins avec son correct 1,9 million de paires de bases. Ils ont généralement beaucoup de GC, soit environ 60%, et ont en gros 2556 gènes prédits, dont 300 matchs avec les eucaryotes, 58 avec les bactéries, 43 avec les virus, et les 2155 autres avec rien. C'est vraiment énorme. Le nombre de gènes avec des orphanes, et même le nombre de gènes totaux pour un virus. Rien que ça, ce sont des virus qui pèsent dans la virosphère, mais ils ont décidé de se jouer subversif en n'ayant aucun gène codant pour une capside. Sinon, ils ont des protéines pour produire des enzymes permettant de répliquer, mais y a pas tout, transcrire et réparer leur génome. Il lui faut entre 10 et 15 heures pour effectuer son cycle, en commençant bien évidemment par une phagocytose, il sort par la petite ouverture et par une fusion de la membrane interne. Entre 2 et 4 heures, le noyau de la cellule infectée devient difforme et finit par produire de nombreuses vésicules pour ensuite disparaître. Entre 8 et 10 heures, la cellule va perdre son adhérence et devenir ronde et des particules virales vont apparaître au niveau de la région où était le noyau, précisément à sa périphérie. La formation des virions est assez spéciale. Chez les Mimiviridés, la capside est formée avant que le génome y soit compacté. Là, Pandora n'a pas le temps. Il synthétise sa structure en même temps qu'il compacte son génome en commençant par son ouverture. D'ailleurs, la phase éclipse de Pandoravirus, phase où on ne voit pas de particules virales, ce qui correspond à la réplication et transcription du génome, se fait dans le noyau. Possiblement car Pandoravirus n'inclut pas dans son nucléoïde de quoi se transcrire et répliquer son génome, sachant qu'il lui manque certains gènes lui permettant de bien se répliquer, comme une ligase, ou encore les topoisomérases, qui empêchent d'avoir des boucles et superboucles lors de la réplication. Donc comparé à Mimivirus, il est obligé de faire un détour vers le noyau avant de produire ses virions. Et le cycle se termine comme d'habitude, par une ulysse de la cellule, relarguant un milieu de particules dont seulement 1% semble être infectieux. Pandoravirus, c'est un peu une bénédiction pour les fans des virus géants. Grâce à lui, on est officiellement certain, les virus géants ne sont pas une exception. Les Mimiviridés ne sont pas les seuls virus géants qui existent, on en est sûr. Les virus géants représentent un pan entier de la virosphère longtemps passé inaperçu, et la découverte de ces 2 Pandoravirus permet d'être très optimiste sur l'avenir de ce pan de la virologie. Car maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule famille de virus géants, combien en reste-t-il à découvrir?
Alors, lui et le prochain sont des cas vraiment très spéciaux. Déjà le contexte de leur découverte, dans le pergélisol en Sibérie, dans des échantillons datant de 30 000 ans. C'est beaucoup. C'est littéralement des virus préhistoriques. Plus incroyable encore, ils sont encore actifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, à première vue, on peut se dire que ça peut alimenter la crainte d'épidémies virales par la fonte du pergélisol, mais en vrai non. Faudrait que lorsque la glace contenant le virus fonde, il y ait un hôte à proximité, sinon, le virus meurt en fait. Il vaut mieux craindre les épidémies bactériennes qui, elles, tiennent bien plus longtemps, comme autres micro-organismes comme les amibes. Bref, revenons au sujet principal. Après avoir remarqué que les amibes mises en culture avec les échantillons commençaient à canner, ils ont très vite compris qu'ils avaient trouvé quelque chose. Et il s'agit de Pitovirus sibéricum. Les apparences sont parfois trompeuses, mais Pitovirus n'est pas un cousin proche des Pandoravirus. Pourtant, juste en regardant les deux particules, on peut se dire que, oui, ils sont proches génétiquement, alors que non. Le pire, c'est qu'ils sont plus proches des Marsevirus et des Iridovirus. La morphologie des virions de Pitovirus ressemble beaucoup à Pandora, mais a aussi quelques subtilités. Ils sont plus allongés, mesurant 1,5 micromètres. Comme tous les autres virus géants, Pitovirus possède une membrane interne, a aussi une enveloppe de 60 nanomètres et, grosse particularité, il possède un bouchon de 160 nanomètres de diamètre qui bouge son extrémité. Bien évidemment, ce n'est pas le seul Pitovirus découvert. Par exemple, il y a Pitovirus massiliensis, qui est la version non préhistorique de Sibéricum. Quant au génome, c'est de l'ADN double brun et circulaire, faisant 613 000 paires de bases et avec beaucoup d'AT, soit 64%. C'est donc une énième différence avec Pandora, qui lui est environ à 2 millions. Et gros fait étonnant, c'est un petit génome dans une grosse particule. Voilà, donc ceux qui pensaient qu'un gros génome impliquait une grosse particule, pas du tout en fait. Bon, Pac-Man virus est aussi un exemple d'une certaine manière, mais là c'est plus flag. Il code pour 467 protéines, dont 62 matchs avec des eucaryotes, 68 avec des bactéries, une pour les archées, mais vraiment tout le monde s'en fout d'eux, 51 avec des virus, et donc le reste, soit 315, avec rien du tout. Sinon, comme d'habitude, le cycle commence par une phagocytose, après ça, Pito perd son bouchon et la membrane interne fusionne avec celle du phagosome pour pouvoir faire entrer le nucléoïde dans le cytoplasme. Entre 4 et 6 heures post-infection, l'usine virale sera visible. D'ailleurs, ce sera dans une zone complètement vidée des autres organelles, donc pas de mitochondries et j'en passe. Et une autre différence avec Pandora, c'est que Pito ne touche pas au noyau, il reste uniquement dans le cytoplasme, et il n'a donc pas besoin de faire un petit détour, car il a déjà de quoi se répliquer et transcrire son génome. Cependant, comme Pandoravirus, Pitovirus insère son génome en même temps que la particule se forme. Il y a aussi un autre truc chelou avec Pitovirus, c'est que sa particule possède plusieurs formes au cours du processus. Tout d'abord, elle a une forme plutôt rectangulaire, et la paroi est assez fine. Après, elle s'épaissit et devient ovoïde, et pour finir, il y a une formation d'une couche assez épaisse qui se fait morceau par morceau. Voilà. Après ça, certaines particules sont relarguées par exocytose, puis à la fin vint la lyse cellulaire, relarguant un millier de particules. Le cycle se fait en 10 à 20 heures, dépendant du nombre de particules entrant dans l'hôte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette famille. Maintenant, on va passer à la quatrième famille, découverte en même temps que Pitovirus sibéricum. Le premier mollivirus a été découvert en même temps que Pitovirus sibéricum, et est sobrement appelé mollivirus sibéricum. Ce n'est pas le seul membre de cette famille, il y a par exemple mollivirus kamchatka, qui est le premier molly qui est pas préhistorique. La particule est sphérique, fait entre 500 et 600 nanomètres de diamètre, et est recouvert de petits cheveux, qui ne sont pas tous de la même longueur, car on peut retrouver plusieurs anneaux de 25 nanomètres. Son nom est tiré du fait que ces particules soient molles dans le phagosome. Il possède une petite ouverture où va passer son nucléoïde pour entrer dans le cytoplasme. Un génome qui est de l'ADN double brun linéaire avec 651 000 paires de bases, dont 60% c'est des CG, et code 523 protéines, avec 75 matchs avec des eucaryotes, 15 avec des bactéries, 3 avec les archées, on s'en fout toujours, 93 avec des virus et le reste, donc les 337 protéines, sont des orphanes, ce qui représente 65%. On va commencer son cycle lorsqu'il est dans le cytoplasme, car c'est toujours la même chose. Dès qu'il est dans le cytoplasme, il va ensuite migrer vers le noyau de la cellule, qui va être désorganisé, comme pour le cas de Pandoravirus, mais il y a une petite différence. C'est que Mollivirus va synthétiser ses virions à la périphérie du noyau déformé. Toute la zone, dont le noyau, vont être remplies de fibrilles, donc zéro organelle. L'assemblage et l'insertion du génome se font comme Pitovirus et Pandoravirus, donc en même temps. Certaines particules sont relarguées par exocytose, et le reste, soit 200 à 300 particules, par lyse cellulaire. Bon alors petit car j'ai vu que j'avais dit de la grosse merde à un moment, d'ailleurs ça a été que de montage. En gros, Mollivirus possède des protéines ribosomales, et non des ribosomes comme je l'avais initialement cru. Il ne s'agit pas des siens, mais ceux de la cellule qu'il vole sans pression. Donc ouais, c'est doublement moins intéressant car 1, ce ne sont pas des ribosomes entiers, et 2, car ce ne sont pas les siens. Mais je trouve ça tout de même incroyable qu'un virus puisse avoir ça dans ses particules. Car je rappelle qu'un des critères qui différencie les virus des cellules, c'est leur incapacité à se traduire seul, donc l'absence de ribosomes. Vraiment, il était à rien de foutre le sbeul en biologie. Mais qui sait, peut-être qu'il y a un virus, probablement géant, qui contiendrait ses propres ribosomes.
Ce sont des autres familles dont je n'ai pas parlé, soit parce qu'il n'y a pas énormément de membres, soit parce qu'on ne sait quasi rien sur eux, soit car je m'en fous complètement. Dans tous les cas, cette vidéo n'est pas exhaustive, c'est même plutôt une forme d'introduction à cet univers. J'avais juste envie de parler des 4, 5 si on compte les virophages, familles principales, qui ont tout un background et qui sont actuellement les plus documentées. Mais je pense qu'il est quand même intéressant de les évoquer, histoire que vous ne résumez pas les virus géants à 4 familles, plus une famille de virophages. C'est très réducteur, surtout que comme je l'ai dit plus tôt, il y a énormément de mystères qui planent sur eux. C'est un domaine qui reste très récent. Je ne vais pas aller dans les détails, en fait, je vais juste lister leurs noms rapidement. Peut-être que j'en parlerai dans des futures vidéos, qui sait. 2 virus découverts en même temps, Clotovirus casanovae et Megaclotovirus aurigé. Alors, pourquoi je vous en parle? Ça, c'est le VIH. Ça, c'est Mimivirus. Lui, c'est Pitovirus. Là, c'est Escherichia coli qui fait 0,5 micromètres. Et ça, c'est Clotovirus. Et lui, Megaclotovirus. Cloto fait entre 2,5 à 3,1 micromètres et Megacloto entre 2,9 et 4 micromètres. Je pense que je n'ai pas besoin de développer. Par contre, je n'ai trouvé qu'une seule étude sur les Clotoviridae. Donc en fait, il y a peu de trucs à dire sur les Cloto et Megacloto. Alors lui, il est un peu comme Pac-Man virus. Il est à peine plus grand que la taille minimale pour être un virus géant, avec ses 240 nanomètres, et il est recouvert de plein de pics sphériques. Un virus qui a découvert le pasticéjoule. Je vous laisse deviner qui a participé à sa découverte. Pas grand chose à dire, il y a 2 genres, les Marseille virus avec 5 membres, et les Lausanne virus avec 3 membres. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois que j'essaie ça, donc j'espère que ce ne sera pas trop fouillu, mal expliqué et j'en passe. D'ailleurs, il se peut que je dise quelques erreurs, ou que certaines infos ne sont plus d'actualité, soit dans le futur ou juste maintenant, mais que je ne l'ai pas vu. Je mettrai une section de oubli ou correction si je remarque des erreurs ou autre. D'ailleurs, vous pouvez me le dire si j'en ai fait, ou vous pouvez aussi me donner des conseils pour m'améliorer sur la qualité des vidéos, surtout sur le texte ou même comment trouver des bonnes sources. J'ai essayé de faire au plus simple et de ne pas trop aller dans le détail, pas que ce soit trop chiant, et dans tous les cas, cette vidéo c'est, comme j'ai dit plus tôt, une introduction virus géant, et une tentative pour moi de synthétiser des travaux scientifiques, et je vous invite à lire les sources que j'ai mises en description. Ça sera déjà beaucoup plus précis que moi, et aussi il y aura moins de chances qu'il y ait des erreurs. Par contre, le 3/4 c'est en anglais, c'est ça seul problème. Vous pouvez aussi me proposer des sujets si vous voulez. Si ça m'intéresse, je les traiterai. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à préciser que le contenu de cette chaîne ne sera pas que scientifique. Il y aura un peu de tout, du gaming, de la virologie, j'en passe. Bref, je fais ce que je veux. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi mon Twitter en description. Je suis trop actif dessus et je parle surtout de politique. Sur ce, passez une bonne journée et peut-être que la prochaine vidéo viro sera sur les filovirus, dont le virus Ebola en fait partie.